Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour. Vous êtes essayiste et votre livre fait déjà beaucoup réagir. Il s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent ». Alors ils ont défendu Staline, ils ont défendu même Hitler, ils ont défendu Pol Pot ou les Khmers rouges. Ce sont les intellectuels. Qui sont ces intellectuels dont vous parlez et qui au fond, oui, et vous en citez des exemples absolument édifiants dans ce livre, se trompent? Oui, c'est en effet, quand on regarde l'histoire intellectuelle du XXe siècle, une chose frappe, c'est que nos intellectuels se sont presque systématiquement, nos plus grands intellectuels se sont presque systématiquement trompés. Simone de Beauvoir, en 1954, se rend en Chine. Elle voyage à travers la Chine pendant 3 semaines et à son retour, elle publie un livre de 450 pages à la gloire de Mao, en écrivant que le maoïsme est un humanisme et en implorant la France d'appliquer les politiques publiques que mettait en place Mao dans son pays, à savoir des politiques publiques qui ont fait entre 40 et 80 millions de morts. On peut aussi évoquer Sartre. Sartre qui, dans les années 50, se rend en URSS. Il revient, il est interrogé par Libération. Et le journaliste lui demande pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, si la vie est si belle en Union soviétique, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de citoyens soviétiques faire du tourisme en France? Et Sartre répond vous savez, ils sont tellement bien chez eux qu'ils n'ont pas très envie de partir. Donc il a utilisé toute son intelligence dans la rationalisation d'absurdité, dans la défense de l'indéfendable. Et c'est ce que lui reprochait Aron d'ailleurs. Aron, dans ses mémoires, écrit que Sartre avait mis sa virtuosité dialectique au service de la défense du faux. Et il faut être, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il faut être vraiment très intelligent pour défendre des absurdités. C'est la tragédie. Ce qui est fou, Jean-Paul Sartre, on va s'arrêter quelques instants là-dessus, ça va même plus loin. Il défend des crimes, il défend des massacres de masse. Il explique que c'est normal, qu'il faut fusiller les opposants à un régime révolutionnaire. Oui, c'est l'idée que la fin justifie les moyens. C'est une forme de calcul utilitariste assez dangereux. Simone de Beauvoir aussi. Simone de Beauvoir a écrit un livre qui s'appelle « La morale de l'ambiguïté », où elle défend les assassinats d'opposants politiques en URSS parce qu'il s'agissait, selon elle, de créer une société qui apporterait un immense bonheur à une immense masse d'hommes. Donc on voit que le calcul utilitariste était non seulement immoral, mais était un mauvais calcul. Elle aurait mieux fait de s'en tenir à une morale déontologique, à l'attachement à un impératif catégorique. Tu respecteras la liberté, tu ne tueras point. Et point. Oui, vous en citez pas, vous citez Bertolt Brecht qui dit, à propos des procès de Moscou d'opposants, plus ils sont innocents, plus ils méritent d'être fusillés, dit Bertolt Brecht. Bien sûr, c'est l'idée que, voilà, c'est toujours l'idée, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et Orwell plaisantait, dans une de ses lettres à un ami, Orwell disait c'est drôle, les intellectuels pro-communistes disent toujours on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et Orwell disait très bien, vous avez cassé des œufs, maintenant montrez-moi où est l'omelette. Il n'y a jamais eu d'omelette, le communisme a échoué. Et pourtant, pendant des décennies, beaucoup d'intellectuels majeurs français ont continué à défendre le communisme qui n'apportait que du malheur et de la désolation. Oui, alors vous citez aussi Martin Heidegger. Oui. Là, c'est carrément un soutien à Hitler. Oui, c'est ça. C'est un grand intellectuel. Je voudrais pas donner l'impression à ceux qui nous écoutent que ces travers sont réservés à la gauche. Ça touche aussi des intellectuels de droite. Et dans les années 30, je m'appuie notamment sur l'historien Paul Johnson, qui montre que le nazisme suscitait un enthousiasme tout particulier sur les campus des meilleures universités allemandes. Effectivement, Carl Schmitt et Martin Heidegger soutenaient Hitler. Et à la conférence de Wannsee, où fut décidée la sinistre solution finale, la moitié des participants détenaient un doctorat. Donc c'est cette énigme que j'essaye de résoudre dans mon livre. Pourquoi est-ce que l'intelligence ne protège-t-elle pas de l'erreur la plus tragique? Et j'essaye d'analyser les ressorts de l'aveuglement idéologique, les mécanismes qui mènent à l'erreur. Oui, vous dites que, par exemple, pour ce qui sont des massacres des Khmers rouges, il y avait des francophones qui étaient derrière et qui avaient étudié justement la pensée sartrienne en France, qui ensuite venaient perpétrer des crimes de masse. Oui, c'est ça. Les chefs des Khmers rouges avaient été passés par les bancs de la Sorbonne, avaient assimilé la pensée sartrienne sur l'engagement nécessaire et reproduisaient ce qu'ils croyaient. Bon, on ne va pas non plus imputer à Sartre c'est des assassinats dans des fosses communes, mais en tout cas, ils reproduisaient ce qu'ils croyaient être la pensée sartrienne. Et donc ces gens-là étaient des intellectuels et pourtant, on voit bien que l'intelligence ne mène pas au bien ni à la morale. L'intelligence peut être employée à nouveau pour rationaliser l'indéfendable, défendre l'indéfendable et
et s'auto-convaincre que tuer des millions de personnes peut mener à l'édification d'une société plus juste. Ça continue, parce que là, on pourrait parler de Fidel Castro. Et là, alors là, sont vous dites des 16 articles de Sartre pour se féliciter de Fidel Castro, Simone de Beauvoir qui le décrit en philanthrope bienveillant, et puis même cette cinéaste Agnès Varda qui le compare à Gary Cooper en disant Castro, voilà. C'est ça les intellectuels. Oui, c'est ça. C'était la mode à une époque, quand on était un intellectuel de gauche en vogue à Saint-Germain-des-Prés, d'aller faire un voyage à Cuba, de rencontrer Fidel Castro, d'arpenter l'île. Et il y a alors que Fidel Castro supprimait les libertés, créait des famines, etc. Et il y a un entretien très intéressant de Simone de Beauvoir où elle rentre de Cuba et elle raconte ce qu'elle a vu à Cuba. Donc le portrait qu'elle dresse de Fidel Castro est dithyrambique et elle explique notamment, par exemple, que Fidel Castro, elle avait complètement succombé au culte de la personnalité de Fidel Castro. Elle explique par exemple que parfois des paysans cubains essayaient de construire des maisons. Mais heureusement pour eux, Fidel Castro passait par là, il s'arrêtait un instant, il regardait le plan de la construction qu'ils avaient prévu, il leur disait attention, là et là ça ne va pas, il faut que tu recommences ta construction comme ci ou comme ça, et que les paysans lui disaient merci Fidel, merci de nous aider, heureusement de nous guider vers le droit chemin. Et elle raconte ça tout à fait au premier degré. Elle raconte aussi que les paysans cubains avaient sans cesse les yeux levés vers le ciel en espérant voir l'hélicoptère de Fidel Castro qui descendrait du ciel et les éclairerait de ses lumières. Donc elle revient de Cuba et elle a complètement succombé au culte de la personnalité, ce qui était complètement absurde. Et il ne faut pas croire que ces gens-là se sont aveuglés parce que l'information n'était pas disponible. Je m'appuie notamment sur Jean-François Revel, qui a été d'une lucidité incroyable tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui documente dans son livre « La connaissance inutile », le fait que l'évidence crevait les yeux. Les choses étaient devant. Il y a eu une résistance volontaire à l'information parce que tout était documenté. Les crimes de Staline étaient documentés, les crimes de Mao étaient documentés, les crimes de Fidel Castro étaient documentés. Et les intellectuels, surtout de gauche, ont choisi volontairement de s'aveugler. Donc il y a ça met en jeu des mécanismes cérébraux très étranges. Et ça va continuer avec notamment la révolution islamique en Iran, les mollahs. Alors là, c'est Michel Foucault qui s'enthousiasme, Sartre encore, qui trouve que là, c'est un régime porteur d'espoir, c'est un régime porteur de liberté. On a l'impression, alors pour parler une seule seconde encore de Sartre, il s'est trompé sur tout. Oui, Sartre, le plus grand intellectuel, celui qui a été présenté comme le plus grand intellectuel du siècle, s'est trompé sur toute la ligne. Oui, Sartre, il ne s'agit pas de mettre en cause Sartre était indéniablement un esprit brillant. C'est d'ailleurs ça toute l'énigme et tout le paradoxe. Sartre a été reçu à Normale Supérieure, a été reçu premier à l'agrégation de philosophie. Il est auteur d'une œuvre littéraire et philosophique majeure, mais en effet, quand il s'est engagé en politique, il s'est systématiquement trompé, et trompé très gravement. Vous avez rappelé beaucoup d'égarements, mais on peut aussi rappeler qu'il a soutenu, qu'il a applaudi le terrorisme palestinien, l'assassinat d'athlètes juifs au JO de Munich, ce qui est quand même très étonnant. Donc le bilan moral de ses engagements politiques est en effet absolument catastrophique. Vous avez raison sur la révolution iranienne, la révolution islamique en Iran, qu'il a plutôt soutenue. Michel Foucault aussi. Michel Foucault a écrit des passages... Il a soutenu la Roménie, à qui il a rendu visite. Michel Foucault a écrit des passages... Je parlais de Sartre. Oui, Sartre aussi, bien sûr. Et Sartre était allé le voir, l'ayatollah, en exil dans les Yvelines. Et il était allé le voir dans sa résidence. Ils avaient sympathisé. Donc, et Sartre, oui, soutenait la révolution. Et Michel Foucault a écrit des lignes très amusantes où il prophétise ce que va être le nouveau régime islamique, le régime des mollahs. Et il écrit des choses comme les droits des femmes et des hommes vont être respectés, le peuple va être écouté, le Coran est un livre très progressiste et on peut s'attendre à un régime progressiste respectueux des droits des minorités, etc. Il écrit des lignes, si on avait voulu écrire l'inverse de ce qui s'est réellement passé, on n'aurait pas écrit autre chose. Oui. Et donc, il y a derrière cela la question, est-ce qu'à un moment donné, les erreurs ont été reconnues ? Elles l'ont été, mais souvent trop tard, et comme si c'était pas grave. Des décennies plus tard, on a dit oui, il se trouve qu'on s'était trompé, que Mao en fait tuait 80 millions de personnes. Bon, c'est pas grave et on passe à autre chose. C'est d'ailleurs la tragédie. Les intellectuels disposent du luxe de pouvoir se tromper sans subir eux-mêmes les conséquences de leurs erreurs. Pas la conséquence des erreurs qu'ils commettent. Voilà.
dans la réalité, sont pour des faits d'une extrême gravité. Voilà. Ils ne sont pas directement C'est ça. concernés. Et c'est ça, je pense, qui explique que l'irrationalité trouve un terreau favorable chez les intellectuels. Le boulanger, s'il fait une erreur dans la fabrication de son pain va être mauvais. Il va perdre des clients, il subira lui-même les conséquences de ses erreurs. Et donc, le fait de subir les conséquences de ses erreurs va l'amener à être plus attentif dans la recette de la fabrication de son pain. Le pilote d'avion, s'il commet des erreurs, il meurt en même temps que ses passagers. Il joue sa peau en même temps que celle de ses passagers. Donc, il doit être très rationnel. Alors que les intellectuels, Sartre s'est trompé toute sa vie, vous l'avez dit, et pourtant, il est resté, selon la formule de Solzhenitsyn, le maître à penser de l'intelligentsia occidentale. Et donc, il n'a pas toute sa reconnu vie. ses erreurs. Donc, en tout cas, il n'en a pas subi les conséquences, ce qui lui a permis de disposer du luxe de choisir ses croyances pour leur valeur sociale, c'est-à-dire les croyances qui lui conféraient un statut social, qui le plaçaient dans le camp du bien, qui lui permettaient d'entrer dans un cercle de conformisme avec d'autres intellectuels de gauche. Donc de choisir ses croyances plutôt en fonction de cette valeur sociale, plutôt qu'en fonction de la valeur épistémique de la croyance, c'est-à-dire de la valeur de vérité. Donc les intellectuels, voilà, étant donné le contexte, et par ailleurs il y a le fait que les idées sont abstraites, le travail d'un intellectuel commence et finit dans la sphère des idées, il n'y a souvent pas de mécanisme empirique de confrontation avec la réalité. Donc, ce qui explique aussi pourquoi ils ne subissent pas les conséquences de leurs erreurs. Et donc voilà, donc ça permet donc c'est pour ça que l'irrationalité trouve un terreau favorable chez les intellectuels. Et souvent, une idée fausse, pour s'en défendre, engendre une autre idée fausse. C'est ce que vous dites au fond. Un corpus idéologique ne peut pas finalement se dénier, se renier. Oui, c'est ça le problème. Je parle notamment, l'exemple le plus évident pour le comprendre, c'est le complotisme. Si par exemple on croit à une idée complètement absurde, qui est que les vaccins ne fonctionnent pas et créent massivement des effets secondaires très graves. Admettons qu'on croit à cette idée qui est fausse. Si on adhère à cette prémisse, il y a un autre mystère. Le mystère étant pourquoi est-ce que personne ne parle de ces effets secondaires très graves? Pourquoi est-ce que tout le monde va gaiement se faire vacciner? Et donc, pour défendre cette incohérence, il faut adhérer à une autre prémisse complètement fausse, qui est une idée d'un complot mondial auquel participeraient beaucoup de gens. Et pour défendre le fait que ce complot mondial est réussi, il faut adhérer à des prémisses encore plus absurdes. Et donc, on peut s'enfoncer comme ça dans l'irrationalité, où l'adoption d'une croyance fausse entraîne mécaniquement et nécessairement l'adoption d'autres croyances fausses. Oui. Et donc là, j'ai pris l'exemple du complotisme qui peut mettre tout le monde d'accord, mais dans toutes les idéologies, il y a que ce soit de droite, de gauche, les idéologies au centre aussi. Ce sont des idées qui unissent aussi. Le communisme, voilà. C'est aussi des rapports humains. C'est fond, si vous n'êtes pas, ou vous reniez quelque chose, vous sortez du groupe. Exactement. Donc ça, c'est autre chose dont je parle dans mon livre aussi, c'est que on a longtemps cru que la raison humaine, le cerveau humain avait été façonné par l'évolution pour nous mener vers la vérité. Mais en fait, des chercheurs de ces 20-30 dernières années ont montré que le cerveau humain est tiraillé entre deux forces. La rationalité sociale qui nous pousse à adhérer aux croyances qui justement nous font aimer par les autres, qui promeuvent notre image en société, et la rationalité épistémique qui nous guide vers les croyances les plus justes. Et donc le cerveau humain est toujours tiraillé entre ces deux forces. Le psychologue Jonathan Haidt nous demande d'imaginer par exemple un homme, nous demande d'imaginer deux hommes. Le premier est guidé par le souci de la vérité et raisonne toujours rigoureusement, ce qui l'amène souvent à s'opposer à ses pairs, à s'opposer au consensus en vigueur dans son cercle social. Le deuxième raisonne souvent pour rationaliser l'erreur à la mode, pour adopter gaiement l'erreur qui fait consensus dans son environnement. Et Jonathan Haidt, le psychologue, nous dit, à travers notre histoire évolutive, depuis des dizaines de milliers d'années, lequel de ces deux hommes aurait davantage survécu? Lequel de ces deux hommes aurait obtenu la protection de sa tribu? Lequel de ces deux hommes aurait joui pour lui et pour ses enfants des fruits de la coopération, etc. Et c'est évidemment le deuxième homme, celui qui se trompe avec la collectivité souvent. Et donc nous sommes les descendants d'hommes qui se sont trompés. Et c'est pour ça que quand un consensus dans une communauté se dégage, sans qu'on s'en rende compte, notre cerveau va nous orienter vers la rationalisation de ce consensus, aussi absurde soit-il, oui. Ce qui explique pourquoi une société tout entière, par exemple, peut s'enfoncer dans des idées aussi idiotes que le nazisme. Oui, alors vous dites aussi, concernant la société d'aujourd'hui,
d'aujourd'hui, au fond, la croyance, et là vous reprenez ce terme, que le bien finira toujours par triompher, et que au fond, une société ne peut pas disparaître ou mourir. Oui. Et que, alors, ça questionne sur l'intégration, par exemple, de l'immigration, sur ces questions-là. Vous dites, au fond, on est persuadé que ça va marcher. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que notait déjà Orwell il y a plusieurs décennies. Orwell disait on a été biberonné depuis des décennies à une littérature où le bien, au dernier chapitre, triomphe. Et donc, on a l'impression que on adhère intuitivement à l'idée que le mal est puni et le bien est toujours récompensé à la fin de l'histoire. Et donc, ça légitime, ce biais mental légitime une forme de passivité face à nos ennemis. Oui. Il ne faut pas vous se dites réarmer. d'ailleurs un pacifisme parfois qui peut être considéré comme de la lâcheté. Voilà, un pacifisme mal placé. Il ne faut pas se réarmer. On l'a vu pendant longtemps face à la Russie qui tenait des discours de plus en plus agressifs à l'égard de l'Occident. Et pourtant, on a considéré que ça allait passer, qu'il suffisait d'apaiser Poutine, d'être gentil, parce qu'on a tendance à projeter notre propre rationalité sur nos ennemis. Il y a aussi un autre biais, c'est le biais qui consiste à penser que si un ennemi nous déteste, ce n'est pas en raison de dynamiques endogènes à l'ennemi, c'est forcément parce qu'on a fauté en quelque sorte. C'est l'idée que notre destin est à 100% entre nos mains et que plus on est détesté, plus il faut nous-mêmes se remettre en cause. Par exemple, l'exemple, je disais, de l'intégration, c'est de la faute aux sociétés d'accueil si l'intégration se passe mal. Voilà, c'est sur l'intégration, c'est ça. Souvent, on dit bon bah il y a un problème, il y a une surreprésentation de personnes d'origine étrangère en prison, il y a des quartiers plutôt islamisés où l'assimilation ne semble pas très bien se passer. Et on en déduit que c'est la faute de la France et non pas des communautés qu'on accueille, de la France qui a échoué à intégrer, a échoué à accueillir, a échoué à offrir suffisamment d'opportunités économiques. Et évidemment, ça peut avoir du vrai dans certaines situations, mais certains intellectuels semblent placer cette grille de lecture unique où quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de la France, si vous voulez. Quand des personnes d'origine immigrée commettent des crimes, si vous voulez, c'est parce que la société les a poussés à la criminalité, à la délinquance, en n'offrant pas assez d'opportunités, en étant racistes, inégalitaires, oui, etc. Ça va même très loin, parce que vous rappelez, par exemple, pour le Bataclan, ou des attentats, des propos de Virginie Despentes, une autre intellectuelle, qui finalement prenait la défense des terroristes. Exactement. En fait, pour elle, les attentats du Bataclan étaient une confirmation de la culpabilité de l'Occident. Elle lisait les attentats du Bataclan comme la preuve qu'on a trop poussé certaines communautés à la marginalisation et qu'on subissait ce qu'on avait semé, qu'on subissait ce qu'on méritait. Elle ne pouvait pas partir du principe, elle ne pouvait pas accepter que on avait été désigné par l'ennemi. C'est l'idée que on crée forcément les ennemis qu'on a. Sauf qu'il y a une phrase célèbre de Julien Freund qui dit à Jean Hippolyte vous êtes un pacifiste, comme tous les pacifistes, vous croyez que c'est l'ennemi qui nous désigne, que c'est nous qui désignons l'ennemi, mais en réalité c'est l'ennemi qui nous désigne, et on a beau lui faire les plus belles protestations d'amitié, si l'ennemi veut que nous soyons son ennemi, nous le sommes, et il n'y a rien d'autre à faire que se réarmer et infléchir le rapport de force en notre faveur. Donc je pense qu'au moment du Bataclan, Virginie Despentes a considéré que parce qu'on avait des ennemis, c'est donc qu'on l'avait un peu cherché, et donc, avec un biais de confirmation, a été renforcé dans sa conviction de la culpabilité de l'Occident. Ce qui est incroyable, Samuel Fitoussi, c'est de lire ce que l'on lit dans votre livre « Pourquoi les intellectuels se trompent » aux éditions de l'Observatoire. Donc en général, on se dit à la fin, méfiance. Voilà, et ils n'ont pas toujours tort, les intellectuels, mais méfiance. Oui, vous avez raison de me dire ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais quand même insister. Mon livre n'est pas un livre contre les intellectuels. La thèse n'est pas qu'ils se trompent tout le temps, ni qu'ils se trompent tous. Au cours et encore moins qu'ils se trompent tous. Au cours du XXe siècle, c'est d'ailleurs des intellectuels comme Aron, comme Revel, comme Orwell, comme, je cite aussi des anglo-saxons comme Sowell et d'autres, qui ont alerté sur les folies totalitaires, qui ont utilisé leur intelligence justement pour défendre la vérité face à ceux qui la travestissaient. Le terme intellectuel est né au moment de l'affaire Dreyfus, et ce sont des intellectuels qui ont défendu Dreyfus. Donc mon livre n'est pas du tout anti-intellectuel, c'est pas un procès c'est pas un livre populiste qui fait le procès de l'utilisation de l'intelligence, c'est simplement un livre où j'essaye d'expliquer tous les obstacles cognitifs qui se dressent contre la bonne utilisation de l'intelligence, et où justement j'appelle à sans cesse avoir un recul critique sur nos propres croyances, parce que si l'élite de nos sociétés s'est tant trompée dans le passé, qui nous dit qu'aujourd'hui elle ne se trompe pas aussi gravement? Merci. Samuel Fitoussi, voilà un livre à lire. Pourquoi les intellectuels se trompent, aux éditions de l'Observatoire. Donc lisez ce livre pour prolonger cette réflexion. Merci Samuel Fitoussi d'avoir été avec nous. Merci à vous.